Bonsoir, bienvenue au webinaire de la profession du Conseil national de l'Ordre des architectes sur le thème « Soutenir, anticiper, agir ». Et oui, cela n'échappe à personne, notre époque est tendue, changeante et incertaine. L'économie, le pilotage de nos agences demandent parfois de la bravoure, de l'endurance et des sacrifices. Alors comment garder le cap, le moral, voir loin et se sentir en sécurité? L'objectif du temps d'échange de ce soir est de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et de vous donner des repères dans un maximum de domaines. Pour cela, nous avons invité des phares et balises en tout genre, notamment Yann Gilbert, expert comptable, spécialiste des architectes chez Exantis, intervenant au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Ensuite, nous avons Victor de Noailly, délégué court terme chez BPI France, puis Hippolyte Dumézil, directeur des contrats à la MAF, suivi de Olivier Selnick, conseiller national de l'Ordre des architectes et directeur d'études HMONP. Yann, la parole est à toi. Eh ben, merci pour cette invitation. Pour soutenir et anticiper et agir pour les architectes, il faut éviter l'embrasement. C'est essentiel. Et du coup, j'ai voulu faire un parallèle avec les incendies qui ont commencé, qui vont continuer, hélas, à frapper nos forêts. Et donc, faire le parallèle, c'est anticiper avec latence, la phase de démarrage et intervenir en fait en amont de l'incendie qu'il pourrait y avoir au sein d'une agence. Donc éviter l'embrasement, anticiper, c'est le mot d'ordre, et comme ça vous aurez en fait une longueur d'avance. Pour ça, j'ai regardé en fait au niveau de la trésorerie quelles questions il faut se poser. Il faut en fait voir un petit peu ce qu'il en est. Et en fait, déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai des autorisations de découvert bancaire pour avoir plus de souplesse? Ai-je en fait un plan d'urgence en cas de baisse d'activité? Aujourd'hui, beaucoup d'agences ont des baisses d'activité. Et du coup, qui dit plan d'urgence dit baisse d'activité et dit est-ce que ma stratégie est la bonne? Est-ce que mon segment de marché, il ne faut pas le revoir? Aujourd'hui, on a vu que le neuf, le logement, c'était compliqué. Et du coup, il faut revoir un petit peu les choses. Et donc, il faut se poser cette question-là pour aider en fait la trésorerie. Ai-je une vision sur mes charges fixes, variables? Il faut peut-être que je les revoie en fait avec mon expert comptable de l'intérieur ou avec mon assistant en termes administratifs. Est-ce qu'il ne faut pas que je variabilise et que j'anticipe? Donc le mot anticiper est très important. Ai-je tous mes contrats signés? Parce qu'on regarde les charges, mais aussi il faut regarder les revenus. Et il faut aussi s'assurer que les revenus portent leurs fruits, que la facturation et qu'on encaisse. Mon mode de facturation suit-il en fait le flux de mon travail? Alors ça, on le voit souvent dans les agences d'architecture. On ne facture pas suffisamment régulièrement, pas mensuellement. Alors c'est lié au contrat, c'est lié au type de marché. Mais il est important de caler en fait la facturation en fonction des charges engagées et de le caler au plus près. Après, grande question, mon carnet de commandes est-il en baisse? Alors moi j'ai une petite astuce pour vous. Une petite astuce, alors j'anticipe peut-être un petit peu, mais le carnet de commandes, en fait vous en avez fait un en 2023, au 31/12/2023. Vous en faites un tous les trimestres et puis vous l'actualisez. L'idée, c'est de garder l'historique pour pouvoir comparer. Et la notion de comparaison est très importante parce que ça vous permet de voir l'évolution, est-ce qu'elle est positive ou négative. Ça, c'est crucial. Mon carnet de commandes permet-il de payer mes charges futures? Ça, c'est essentiel également, dans la mesure où si je n'ai pas suffisamment de commandes et si je ne peux pas facturer, il faut que je réduise le volume, mes charges à tout prix. Et est-ce qu'il faut que je fasse un licenciement? Est-ce qu'il faut que je me sépare d'une ou deux personnes? Est-ce qu'il faut que je déménage, que je réduise la voilure? C'est un peu ça les vraies questions.
La taille des projets est importante. Qui dit grand projet dit cycle long. Qui dit cycle long dit retour sur investissement qui est beaucoup plus long et donc encaissement plus long. Et donc, en période de crise, il faut peut-être regarder et revoir les choses, les projets, avec des plus petits projets pour avoir un retour sur investissement plus rapide. Mon encours client, qu'en est-il ? Est-ce qu'on a l'antériorité, et donc ça, il faut voir aussi votre expert comptable, et puis aussi votre banquier, sur l'antériorité en fait, des encours, n'est-ce pas ? Sur l'encours en fait, de mes clients, est-ce que ça se dégrade ? Et du coup, là, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire une pause, parce que si mon encours client augmente, il ne faut pas que je continue en fait, à travailler. Il faut peut-être que je fasse une pause et que je relance et que je m'accorde plus de temps dans la gestion. Très important d'avoir cette notion de gestion, elle est cruciale pour l'agence d'architecture. Ai-je des projets à risque ? Et ça, il faut les identifier, mais ça, c'est vous qui êtes capable, et donc il faut quand même se poser la question. Donc, sur tous ces problèmes de trésorerie, sur ces 10 questions à poser, il faut absolument, en fait, prendre du recul par rapport aux projets, à vos projets. Alors, je vous ai mis un indicateur qui m'est très cher. Et alors, l'exemple là que je vous présente ici, devant vous, c'est un vrai exemple. Donc, c'est une agence d'architecture qui a fait ce chiffre d'affaires, qui a eu ces coûts-là, avec ce salaire net, ces salaires nets, et ce coût global de ressources. Donc, c'est Michael. Et du coup, en haut, je vous présente le chiffre d'affaires qui doit couvrir un bénéfice, qui doit couvrir des charges de personnel, de sous-traitance, avec les frais généraux. Si mon chiffre d'affaires se compresse, eh ben, du coup, mes charges vont automatiquement se compresser. Et du coup, l'idée, c'est le chiffre d'affaires, il faut absolument qu'il couvre l'intégralité de mes coûts. Et donc là, je vous ai mis une petite formule. Chiffre d'affaires, il doit être supérieur au salaire net multiplié par 2, plus la sous-traitance, divisé par entre 60 et 65%. Et on voit que seulement au 30 avril, Michael a effectivement franchi le cap. Donc ça veut dire que sur les autres mois, il est en risque. Alors, qui anticipe transforme l'incertitude en avantage. Et donc, ça c'est très important, toujours dans cet esprit d'anticipation. Le niveau de trésorerie de l'agence, il faut le regarder régulièrement, toutes les semaines. Ça ne sert à rien de le regarder tous les jours, mais toutes les semaines, le lundi, le vendredi, peu importe, et regarder le nombre de factures impayées. C'est des indicateurs qui sont très importants parce que si le nombre de factures, peu importe le montant, si le nombre de factures augmente, ben, il est hyper important en fait, d'aller relancer. Et c'est seul l'architecte qui, lui, a fait le travail qui pourra en fait, bien relancer et justifier le travail qu'il a fourni. Regardez l'antériorité. Attention, on voit de temps en temps dans des agences des factures qui traînent, parce que c'est embêtant de relancer. Mais en fait, il faut s'accorder du temps. Donc, et il faut voir ça avec votre expert comptable, mais pas que. Il y a aussi votre assureur qui peut vous aider. Il y a aussi votre banquier à leur niveau. Il faut savoir les écouter. Le nombre de projets en cours et à venir est un indicateur très important parce que plus on a de projets, alors c'est vrai qu'on se diversifie, mais on répartit le risque. Alors l'assureur, là, le risque est important pour lui. Et donc, c'est très important de diversifier en fait, le risque. Le degré de maturité des projets, ben, effectivement, si on est en phase de suivi d'exécution des chantiers, ça veut dire que le projet s'arrête. Il faut absolument avoir des études en cours pour pouvoir relancer. Et donc, c'est une alternance entre suivi en fait, des chantiers et en fait, degré d'études, etc. L'évolution des commandes signées est important, on l'a évoqué tout à l'heure, et le fameux calcul du BFR. Le calcul du BFR est très important, c'est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, je vais faire une petite comparaison, c'est en fait l'essence qu'il y a dans la voiture. En fait, l'agence a besoin de trésorerie, une voiture a besoin d'essence, et donc s'il n'y a plus assez d'essence,
eh ben, on va en fait caler et on va en fait s'arrêter. Et ça, c'est très important. Le besoin en fonds de roulement, ben, si vous ne savez pas le calculer, votre expert comptable le sait très bien. On peut le calculer mensuellement. C'est un peu dur, c'est lourd, mais il faut en fait le suivre parce que les créances clients que vous avez, ben, c'est comme si vous étiez le banquier en fait de vos clients. Et donc, ben, l'idée, c'est qu'il faut que vous encaissiez. Donc voilà, sachez écouter, sachez vous entourer autour de vous pour retrouver une dynamique et accepter aussi de regarder un petit peu, changer de segment de marché s'il faut. Et c'est très important. Voilà pour moi. Il y aura peut-être d'autres questions. Merci Yann. Donc si j'ai bien compris, il faut avoir une photographie, une vision dans le temps de son entreprise comme celle de la gestion de nos chantiers. Tout à fait. C'est un ensemble et on n'est pas tout seul, il y a plein d'acteurs. Donc il ne faut pas hésiter à s'adresser à son expert comptable, son banquier, son assureur et tout un tas d'autres experts si nécessaire. Et donc pour garder la route, il faut de l'essence. Ouais. Et on a réussi à avoir un banquier avec nous. Donc, Victor, la parole est à toi. Fais-nous rêver, donne-nous confiance. Bonjour à tous, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, pas un banquier comme les autres de BPI France. La Banque publique d'investissement, je sais qu'on a participé à un autre webinaire il n'y a pas très longtemps. On n'est pas une banque de flux, on est une banque qui est détenue par la Caisse des dépôts et par l'État en direct. Donc, je vais parler au nom de mes confrères, mais je ne prends pas toute la responsabilité des banquiers. L'idée, c'est que je suis là pour vous donner quatre choses que vous pouvez regarder rapidement là, avec votre banquier, 4 idées pour anticiper la crise. Là, je suis bien en train de vous parler en tant que banquier, donc on va anticiper les choses. Si ça commence à devenir trop compliqué, là, le banquier, forcément, par la force des choses, ne sera plus avec vous. Donc 4 idées. La première, je vais rebondir sur Yann, l'expert comptable, mais il faut absolument vous comparer à la profession. Vous avez la chance d'avoir une super profession qui a son propre code APE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque de France, pour tous les architectes, elle vous sort tous les métriques qu'il faut sur tous les architectes de France. Quel est le chiffre d'affaires moyen? Quelle est la rentabilité moyenne? Quel est le poste client moyen? Quel est le niveau de trésorerie que vous devez avoir? Alors ça, vous devez donner à votre expert comptable et qui vous compare à la profession, mais vous allez pouvoir identifier c'est quoi mon sujet. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de postes clients? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas rentable? Est-ce que parce que j'ai trop de salariés par rapport à mon chiffre d'affaires? C'est des choses très simples et vous allez pouvoir vous comparer très facilement. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir votre banquier et vous lui demandez une facilité de caisse. Ça, c'est hyper important. Facilité de caisse, c'est comme un découvert que vous avez, vous, à titre particulier avec votre banquier. Ça, il faut le faire quand tout va bien. Quand ça va mal, il partira votre banquier avec. Donc, vous vous demandez avec 10, 15, 20, 30 jours de chiffre d'affaires. Et c'est vraiment le jerrycan que vous avez dans le coffre qui vous permettra, dans un moment un peu compliqué, d'aller comme ça supporter des variations de trésorerie. Attention, une facilité de caisse, c'est très fragile. Ce n'est pas à utiliser tous les jours. C'est juste au cas par cas. Il n'y a pas trop de coûts fixes normalement. C'est qu'un taux d'intérêt parfois assez élevé. Mais ça peut vraiment, vraiment vous aider. Donc, une fois que vous avez la facilité de caisse, normalement, vous pouvez à peu près dormir correctement. Pour tout vous dire, là chez BPI France, moi je représente la trésorerie, donc je suis à Paris. On finance à peu près une centaine de cabinets ici à Paris et on a trouvé une chose qu'on voit régulièrement dans les bilans, c'est dès que vous avez un peu d'investissement, vous prenez dans votre trésorerie. Donc j'ai un nouveau logiciel à acheter, j'ai du matériel informatique, j'ai une voiture ou quoi que ce soit, vous vous dites allez, je le prends sur ma trésorerie. Ça, sincèrement, évitez le plus possible. Si vous avez la capacité, faites des crédits moyen terme pour tous vos investissements. Ne piochez pas dans votre trésorerie pour ça. Votre banquier aura une gamme. BPI France a toute une gamme en ligne de prêts, ce qu'on appelle des prêts flash, qui sont sans garantie. Vous avez la réponse en 48 heures une fois que l'expert comptable a fait la demande. Vous verrez tout de suite si on peut vous financer ou pas. Nous, on est BPI France, donc on peut le faire que si votre banquier est déjà intervenu. Mais si vous faites des investissements long terme, gardez peut-être juste ça en tête. Faites un financement sur le long terme. Et puis la dernière idée que je voulais vous partager, c'est peut-être la plus importante. Je vais vous donner la slide. On parlait du poste client. Un poste client, c'est 2-3 mois de chiffre d'affaires que vous mobilisez. C'est énorme. Et sincèrement, si vous êtes en croissance, il va grossir. Donc, c'est encore plus d'argent que vous allez devoir mobiliser. Le poste client, le garder comme ça, vous tout seul, à le financer, c'est quasiment impossible. Il y a
pas 36 façons de le financer. Ça s'appelle soit de la facturage, soit chez nous, BPI France, on a quelque chose d'autre qui s'appelle l'Avance Plus. Ça fait 90 ans qu'on le fait. Ça marche très bien, c'est très simple. En gros, vous émettez une facture. Demain, vous avez 100% d'argent sur le compte. C'est très flexible. On ne vous demande pas de mettre tous vos clients. Vous mettez que les clients que vous voulez. Vous mettez que ceux qui payent à 3, 4, 5 mois. Vous pouvez même mettre vos primes de concours. Vous pouvez même mettre des situations de travaux. Vous pouvez mettre la facture sur une SCI. Vous pouvez... Bon, bref, on est assez flexible. En revanche, on reste banquier, donc on a quand même des contraintes. Par exemple, on ne va pas financer si votre client en face est trop petit. Là, je parle bien sûr des clients privés que vous avez, donc tout ce qui est entreprise, public, privé. On va le faire qu'à partir d'une taille de cabinet de 400 500 000 euros de chiffre d'affaires. En dessous, on n'aura pas les outils pour. Mais l'idée, c'est que vous n'avez plus de délai de paiement à supporter par vous-même. Et ça, même si vous ne l'utilisez pas, ça va vous donner la sérénité et pouvoir absorber pas mal de chocs. Parce que le gros sujet que vous avez dans la profession, c'est que vous avez une structure de coûts fixes, c'est-à-dire que c'est des coûts qui sont stables toute l'année sur des années. Et en face, votre chiffre d'affaires, c'est des contrats, parfois des gros contrats, et ça fait des grosses variations, des gros à-coups. Et donc, il va falloir absorber. Il vous faut l'amortisseur. Et l'amortisseur, c'est la facilité de caisse et justement ce financement du délai de paiement qui va pouvoir compenser des moments un peu plus difficiles. Je vous voyais là dans la slide, mais si vous avez un besoin, on a 50 implantations partout en France et partout dans les dom-toms. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site BPI France, contacter la personne qui finance ce qu'on appelle le financement court terme et il vous expliquera toute la situation, comment on peut faire pour aller plus loin. Pour aller encore plus loin, parce que là, vous me dites, OK, mais j'ai encore besoin de trésorerie parce que, par exemple, je suis en croissance, j'ai un gros marché et je ne peux pas me le financer. On a d'autres solutions qui sont, pour le coup, assez importantes pour nous. Ça s'appelle le préfinancement des marchés. Là, je vous parle de produits qui sont à partir de 1,5 million de chiffre d'affaires, voire 2 millions de chiffre d'affaires. Mais sachez que c'est des choses où on peut préfinancer un marché, préfinancer un bon de commande. Je crois qu'on est quasiment les seuls à le faire aujourd'hui en France. Donc, vous avez un gros bon de commande. Là, on vous donne 30% tout de suite, sans rien vous demander, à part de mettre l'argent après chez nous, le domicilier sur un compte BPI France. Et puis, même si un jour, vous vous dites je vais envie de partir à l'export, et c'était le sujet d'un autre webinaire, je crois. On a le même système pour financer votre poste client à l'export. Ça, c'était tous les points que je voulais vous donner pour les 4 idées. Donc, si je résume, se comparer, aller demander une facilité de caisse, faire des petits financements moyen terme dès que vous achetez des choses que vous allez mettre dans votre bilan. Et puis surtout, assurer votre délai de règlement avec une solution. Même si vous ne l'utilisez pas, au moins vous serez serein. Et pour terminer, BPI France, on fait aussi du conseil. On fait 10 000 conseils on conseille 10 000 entreprises l'année dernière, 10 000 TPE en France. On est un gros opérateur, surtout sur les petites structures, parce que quand vous êtes architecte, vous n'allez pas aller voir McKinsey, forcément. Et on a en fin d'année un accélérateur architecte qui concentre aussi pas mal de sujets que vous avez dans la profession, avec du conseil commun. Donc, on met dans une promo de 25 entreprises, c'est-à-dire qu'on va vous dire, pour votre profession, souvent vous êtes tout seul, vous ne savez pas comment affronter les problèmes de trésorerie, vous ne savez pas comment avoir une stratégie claire, comment gérer les arrivées et les sorties de salariés. On met tout le monde en commun, on vous forme à l'X, et pour tout vous dire, il ne nous reste qu'une dizaine de places, c'est subventionné sur fonds propres BPI France, mais que partiellement. Et ça sort à la fin de l'année. Donc, si vous voulez un accompagnement vraiment global pour aller chercher de la croissance, vraiment vous différencier, il reste quelques places sur cet accélérateur qu'on sort en fin d'année. Pour conclure... C'est bon pour toi, oui. N'hésitez pas à aller sur le site BPI France et vous aurez toutes les informations. Merci pour le pack survie et tous les accessoires. Donc, si j'ai bien compris, c'est un petit peu comme en mer. On part pas, on va jamais en dessous des 30% d'essence dans le réservoir. Et on fait toujours le plein à partir de ça. Mais m'aider, ça n'exclut pas le risque. Et pour le risque, il y a des assureurs. Hippolyte. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, après la voiture, l'essence pour mettre dans la voiture, j'ai envie de dire, il y a un peu l'assistance en cas de pépin, et l'assistance, c'est l'assureur. Alors moi, je vais vous parler finalement, dans les périodes de difficulté, de la relation qu'on doit avoir avec son assureur, et puis aussi de la relation qu'on doit avoir avec son ou ses clients, puisque
Vous allez voir, l'assureur, c'est lui déclarer son activité, lui payer ses cotisations, mais pour ça, il faut avoir des honoraires, et les honoraires, c'est les clients qui les payent. Donc, si on prend la déclaration d'activité pour l'assureur, c'est finalement c'est la connaissance de son risque. À la MAF que je représente, l'activité doit être déclarée chaque année au 31 mars au plus tard, et il ne faut pas laisser passer ce délai, parce qu'il y a des conséquences contractuelles. Si le délai est dépassé de plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'on se cache un peu derrière ces problèmes et qu'on se dit que déclarer, c'est payer, et qu'on retarde le plus possible cette échéance, et qu'une réclamation survient, si l'opération ou la mission devait être déclarée pour le 31 mars et que la réclamation survient avant que la déclaration ait été faite, eh bien, il y a un problème de garantie. Donc ça, c'est un premier sujet qui vient rajouter des difficultés. Donc déjà, premier conseil, c'est vous déclarez et le règlement, on verra après. On prendra contact avec l'assureur et on trouvera une solution. Après, il y a la cotisation d'assurance, ça me fait le lien. La cotisation, elle se paye en 2 fois. Au 1er janvier, c'est une cotisation provisoire pour l'année. Et puis, au 31 mars, sur la base de la déclaration de l'activité réalisée, il y a une régularisation. À chaque fois, dans notre système, vous pouvez utiliser, mettre en place des échéanciers, jusqu'à 10 fois pour la cotisation provisoire, jusqu'à 7 fois pour la cotisation ajustée. Il faut utiliser ce système, il n'y a pas de surcoût en mettant ça en place par rapport à un paiement en une fois. Et si ça ne suffit pas, il faut prendre contact avec nous pour qu'on puisse trouver des solutions. On a trop de cas où les gens laissent filer les délais, les architectes laissent filer des délais, et puis on se retrouve finalement quasiment en fin d'année, on nous dit je ne peux pas payer, la cotisation de l'année suivante va arriver, et ça devient quasiment ingérable. Donc effectivement, il faut, comme le disait Monsieur Victor pour la banque, il faut anticiper et pas se laisser déborder, parce que plus on anticipe, plus on est en capacité de gérer les difficultés, y compris avec le prestataire qu'elle assure. Ensuite, il y a la relation avec le client. Et ça, Yann le disait, il faut un contrat. Il faut un contrat parce que dans le contrat, on précise sa mission et puis on précise aussi sa rémunération. Bon, je rappelle que l'article 11 du Code des devoirs demande à ce qu'il y ait un contrat. Donc, il ne faut pas le louper. Et je n'ai presque envie de dire qu'il ne faudrait pas commencer en théorie à travailler en l'absence de contrat. On sait bien que ce n'est pas toujours le cas, mais idéalement, il ne faut pas le faire. Parce que je vous rappelle qu'en cas d'absence de contrat, s'il y a un litige par rapport à la mission, d'abord, il faudra apporter la preuve de la mission par tout moyen, des échanges de mails, un dépôt de permis déposé par votre client maître d'ouvrage. Et puis surtout, c'est qu'en cas de difficulté, sur le niveau de rémunération, il faut avoir à l'esprit que c'est le juge qui décidera du montant de vos honoraires au vu des éléments qui lui seront apportés. Donc ça peut être tout à fait différent de ce qui a été convenu initialement et oralement avec un maître d'ouvrage. Ensuite, il y a des points de vigilance par rapport à la signature du contrat. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lister, particulier, personne morale. Je voulais attirer votre attention sur le cas particulier des SSCV, parce que là aussi, on a des cas où finalement on contracte avec une SSCV, une société civile construction-vente, qui est créée ad hoc pour une opération. Et quand les honoraires ne sont pas payés au fur et à mesure de l'exécution du contrat, on se retrouve souvent avec une coquille vide. Et on ne peut pas exécuter une coquille vide pour récupérer ses honoraires. C'est une coquille vide. Donc il faut bien vérifier, d'abord il faut mettre en place des règlements réguliers, idéalement vérifier que la SSCV est propriétaire du terrain, parce que ça permettra de faire des hypothèques. Donc ça, c'est un point pas négligeable. Et puis le cas des sociétés en formation, ça peut faire sourire, mais on voit aussi des architectes finalement qui signent avec des personnes morales qui n'existent pas encore complètement. Donc ça, il faut pas le faire. Il vaut mieux finalement signer avec le futur gérant, personne physique, et puis régulariser par un avenant une fois que la société sera définitivement constituée. Le cas des honoraires impayés, on y vient. Donc là, il faut contractuellement vraiment prévoir, j'ai déjà dit, des paiements partiels et réguliers.
Le cas typique, c'est les permis de construire qui ne sont rémunérés qu'à leur obtention ou à leur purge. Faut refuser ça parce que finalement, vous travaillez pour rien. Là, pour le coup, vous faites la banque pour votre client. Là aussi, éviter le règlement du solde des honoraires à la levée de la dernière réserve. Il faut éviter ça. Et puis, quand on signe un contrat à forfait, il faut essayer de mettre systématiquement finalement une clause de révision quand finalement le montant dépasse de 30% le forfait. On voit que ça passe, il ne faut pas hésiter à le faire, parce que sinon, j'allais dire, le travail complémentaire que vous faites, c'est pour vous. Un sujet important, la prescription. Je rejoins ce que disait Yann, il ne faut pas s'endormir sur ses factures, ses notes d'honoraires. Pour un client consommateur, la prescription, c'est 2 ans. Et pour un professionnel, une personne morale, c'est 5 ans. Et en fait, ça passe assez vite. Quand on l'oublie, ça passe assez vite. Et donc là aussi, il ne faut pas hésiter à interrompre la prescription et à faire des actes qui vous permettent de conserver vos droits ou faire payer vos honoraires. En cas d'honoraires impayés, vous avez des solutions que vous pouvez mettre vous-même en place, sans forcément passer par un avocat. D'abord des relances, des mises en demeure, des reconnaissances de dettes. Alors là, il y a un formalisme à respecter, mais que vous pouvez trouver sans problème sur Internet. Si vous avez un client, malgré tout, honnête, qui lui aussi a des difficultés, vous pouvez lui proposer un échéancier de paiement. Vous pouvez saisir l'ordre aussi pour tenter une conciliation. Le médiateur de la consommation peut être saisi aussi. Alors, il faut savoir que ce n'est que pour les particuliers et donc à leur initiative. Donc là aussi, il faut être face à un client avec lequel la discussion est encore possible. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous discutez. Donc vous pouvez lui proposer de régler le problème finalement en saisissant le médiateur de la consommation. Et puis sinon, la saisine d'un conciliateur, c'est gratuit pour des créances inférieures à 5 000 € et c'est une obligation. Voilà. Et puis si tout ce que je viens de vous dire ne suffit pas ou n'a pas fonctionné, après, vous pouvez passer au judiciaire avec soit l'assignation. Il faut avoir à l'esprit que jusqu'à 10 000 € d'enjeu, vous pouvez le faire sans avocat. Au-delà, l'avocat est obligatoire. Et puis l'ordonnance d'injonction de payer, quand il n'y a pas de contestation, vous pouvez utiliser cette procédure, c'est gratuit. Il y a un formulaire à télécharger en ligne sur le servicepublic.fr. Et puis, vous faites votre procédure. Et puis, dernier point, là, je parle de la MAF, mais tous les assureurs proposent des contrats de protection juridique. Mais si vous avez souscrit ces contrats de protection juridique, en tout cas à la MAF, après avoir fait une relance par lettre recommandée, vous nous laissez la main et en fait, que ce soit à l'amiable ou au judiciaire, on prend le relais pour vous aider à récupérer vos honoraires. Voilà. Merci beaucoup Hippolyte de nous avoir donné tous ces points de repère. Mais si on prend l'ensemble de ce qui a été dit, c'est très médical, c'est très normé, ça nécessite d'agir en bon parent, d'être dans l'anticipation. Mais souvent, dans la difficulté, il y a également un facteur humain. Il peut y avoir de la dépression, du déni, une certaine forme d'abandon. Et tout ce domaine plus humain, plus sensible, Olivier, je pense que tu peux nous en dire quelque chose, nous parler de solidarité, nous parler peut-être d'ordre des architectes. Effectivement, on va voir en conclusion de ce tour de table ce qui est proposé ici à l'ordre des architectes, sachant que pour beaucoup de confrères, la première relation avec l'ordre, c'est celle de la cotisation, qui est parfois un thème sensible. Cette cotisation, pour laquelle nous recevons des appels à cotisation en début d'année, on peut rappeler qu'elle est obligatoire pour porter le titre d'architecte et pour exercer la profession. Les cotisations assurent le fonctionnement de l'ordre et de ses services, avec 3 grands principes: l'équité, avoir plus d'architectes inscrits, et ça c'était la réforme des cotisations entreprises l'an passé, et puis la solidarité qui d'une certaine façon est un de nos thèmes ce soir. J'ai remis tout bêtement l'appel à cotisation que j'ai reçu en mon nom, comme tous ceux qui nous écoutent, je pense, en début d'année, qui met en avant une période plus longue pour s'acquitter de cette cotisation, qui évoque
immédiatement de nouvelles modalités d'exonération, donc il ne faut pas avoir de pudeur. On peut comprendre qu'on ait des difficultés à faire part de ces problèmes, mais il ne faut pas hésiter, notamment avec l'ordre et puis avec les interlocuteurs précédents qu'on a pu voir, demander des exonérations, demander des échéanciers de paiement qui peuvent s'obtenir en plusieurs fois, en plusieurs modalités. On a également ici une commission solidarité entraide qui peut être à l'écoute des confrères. Donc l'ordre peut déjà, au niveau de ses cotisations, assurer un certain nombre d'aides pour savoir comment les payer. J'ai ensuite interrogé un certain nombre d'élus ou de confrères sur cette thématique des difficultés économiques et des solutions à mettre en œuvre. Je vais essayer de faire un petit digest de différentes options qui peuvent aider à prendre conscience de la situation, ne serait-ce que le webinaire de ce soir et les intervenants qui sont ici, qui chacun apporte des points de vue, puis on voit bien qu'on dit tous un petit peu la même chose, chacun dans sa partie de façon complémentaire. J'ai mis ici quelques informations que j'ai pu aller trouver sur le site du Conseil régional d'Île-de-France, mais on trouvera des informations de ce type-là sur les 17 conseils régionaux qui proposent un certain nombre de services et d'aides aux architectes. Par exemple, dans ceux à venir, des consultations d'avocats, des webinaires sur la transmission d'entreprise, des webinaires sur des matinées d'information et d'installation professionnelle pour bien démarrer, des webinaires sur la stratégie d'agence d'architecture. On y retrouve Yann Gilbert, ici présent, qui intervient régulièrement en Île-de-France, ainsi que les activités que tu mènes souvent autour de la connaissance du coût horaire de l'agence et d'être capable d'évaluer son coût horaire, d'avoir un prix de vente à nos clients supérieur au coût horaire que coûte l'agence. Alors, on a donc ces informations disponibles auprès des différents conseils régionaux. Ce sont des conférences, ce sont des soirées, ce sont des matinales organisées par l'ordre, organisées avec des intervenants extérieurs. On en parlera dans un instant, des professionnels, des syndicats, différents acteurs qui peuvent aider à prendre conscience des situations, à donner des solutions et puis venir participer à ces réunions. C'est aussi prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on a des voisins avec qui on peut discuter, de voir si les problèmes que nous avons sont structurels ou conjoncturels, si les autres s'en sortent mieux, si tout le monde a les mêmes problèmes et quelles sont les solutions. Donc c'est ne pas rester seul dans son coin, à mettre la tête dans le sable et puis à espérer que ça sera tout seul, parce que malheureusement ça ne passe jamais tout seul. Il faut prendre les devants, il faut faire des constats et puis agir en conséquence. Une des solutions qu'on peut trouver auprès de l'ordre, j'ai tapé sur Google architecte gestionnaire et puis je suis tombé sur cet extrait qui vient, je crois, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui parle des architectes gestionnaires proposés par les conseils régionaux. Ce sont des confrères validés, formés, défrayés par l'ordre pour venir au service soit d'architectes qui seraient momentanément suspendus ou radiés du tableau, parce que par exemple ils n'auraient pas payé leur cotisation, parce que par exemple ils n'auraient pas pu fournir leur attestation d'assurance. Des gestionnaires sont nommés pour continuer quand même à faire tourner l'agence et à ce que les projets puissent être menés à bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit sur la seconde ligne. Cette mission peut également s'exercer à l'égard d'architectes empêchés pour des causes de maladie, d'invalidité, de décès, de liquidation judiciaire de la société. Ces architectes gestionnaires, dont l'intervention est différente selon les conseils régionaux, selon le nombre d'élus, selon les disponibilités de ressources, c'est une mission de service public qui est indemnisée par l'ordre des architectes auprès des architectes pour garantir la pérennité de fonctionnement. J'ai également interrogé, puisqu'on a des rôles qui sont complémentaires et différents avec chacun de nos domaines particuliers, les syndicats professionnels et la branche architecture. Alors c'est peut-être utile de rappeler en amont que la branche professionnelle des entreprises d'architecture regroupe les deux syndicats patronaux, UNSFA et syndicat de l'architecture, et le SYNAPO, qui est le syndicat des salariés des agences d'architecture. Je leur ai demandé ce qu'ils proposaient, et en premier lieu, c'est simplement pour inviter les auditeurs à se rapprocher de leur syndicat s'ils sont adhérents, ou à s'intéresser à y adhérer pour bénéficier de services. On peut sans doute trouver auprès d'eux, sur des façons là aussi diverses, un accompagnement juridique sur mesure pour les adhérents. Et puis, sur ce que font ces syndicats et cette branche professionnelle, qui peuvent nous aider dans ces périodes parfois difficiles,
a été signé un accord conventionnel légal de chômage partiel afin d'aider les entreprises à mettre en place du chômage partiel. On évoquait tout à l'heure les baisses de portefeuille d'affaires et le fait de se retrouver parfois avec trop de personnel au sein de l'agence et avec toujours des problèmes de se dire si je mets les gens dehors, comment est-ce que je vais faire quand ça redémarre, si je n'ai plus personne? Et si on garde les gens à l'intérieur de l'agence, on risque d'accroître le problème. Si on n'a pas d'activité, le chômage partiel peut être sans doute une des solutions à mettre en œuvre, à discuter en premier lieu avec son expert comptable. On a aussi évoqué, et il faut y revenir, sur les questions de formation, sur une politique de labellisation de formation professionnelle. On peut rappeler que les architectes doivent 3 journées de formation professionnelle suivies par an. Ça fait partie de nos obligations déontologiques, ça fait aussi partie de ce qui nous constitue comme une profession réglementée qui garantit la qualité que nous apportons à nos clients. Donc, mettre en place les formations pertinentes, mettre en place des textes régissant les relations de travail aux entreprises, avoir un cadre adapté aux difficultés et aux enjeux de notre époque. Et puis, même si c'est un petit peu en marge, mais on évoquait les évolutions de marché, œuvrez tous dans le sens de faire reconnaître le rôle éminent et important des architectes sur les projets non seulement de construction neuve, mais de réhabilitation, de rénovation, de restructuration, qui vont constituer de plus en plus l'essentiel de nos activités. Autre cas de figure, autre thématique, donc j'en profite pour remercier les élus qui m'ont donné à chaque fois ces informations, chacun ayant ses domaines d'expertise. En cas de maladie, alors ça peut être aussi une cause de problèmes particuliers. Comment traiter ça? Alors je ne vais pas paraphraser tout ce qu'on voit à l'écran, on pourra s'y référer dans le replay de ce webinaire. En amont, et c'est vrai aussi pour l'ensemble des autres activités, dès lors qu'on est en entreprise, qu'on n'est pas tout seul, qu'on ait plusieurs associés à diriger cette entreprise, avoir un pacte d'associés, comme un contrat de mariage dans lequel on a décrit la façon dont on allait fonctionner, comment fonctionner quand ça se passe bien, et puis comment fonctionner quand ça se passe un peu moins bien. Avoir mis en place des prévoyances réelles permettant d'assurer un revenu à minima pour la personne architecte chef d'entreprise, comment prendre en charge le loyer, les charges personnelles, les frais d'éducation. Là, on est plus à titre personnel. Un conseil qu'on retrouvera et qu'on ne reniera jamais assez, mais c'est un peu l'ordre du tour de table, prendre contact avec son expert comptable, évaluer avec lui la situation, savoir si on est ou pas en difficulté, de quelle façon et comment y faire face, comment gérer les relations avec ses créanciers, comment aller chercher les conseils de juristes, comment solliciter, si besoin, l'URSSAF, la CIPAV, la Caisse d'assurance maladie, la CAF, dans les cas spécifiques de maladie, se tourner le cas échéant vers le conseil départemental, solliciter les banques pour activer des assurances bancaires. En cas de maladie lourde et d'état de santé ne permettant pas de réaliser ces démarches personnellement parce qu'elles sont lourdes, chercher une aide aussi bien familiale que professionnelle. Autre point, a été posée la question au niveau de la CIPAV, la caisse de retraite des professions libérales. On peut solliciter des aides financières. Il y a à la fois des sites web d'information, mais il y a aussi des vraies personnes qui sont là pour ça, au bout du téléphone, en visio ou en rendez-vous. Au niveau de l'URSSAF, discuter avec son expert comptable de la façon de demander un étalement des charges de cas échéant, avec sans doute utile de rappeler la priorité absolue de payer le précompte salarial. Il faut bien sûr s'acquitter des charges sociales de nos salariés. Vous savez tous qu'il y a des charges salariales et patronales. Les charges salariales sont dues à nos salariés, font partie de leur rémunération. Il faut absolument être en mesure de les régler. Et comme indiqué ici, pour les différentes aides possibles au niveau de l'URSSAF, solliciter un rendez-vous. Et puis, certains ont été donnés. On peut rappeler quelques conseils de stratégie, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une stratégie pour monter son entreprise, pour la diriger, pour faire face aux problèmes qu'on peut rencontrer. On l'a dit, ne pas rester seul, ça paraît trivial, mais c'est important. Sortir, se voir, assister aux événements, aux conférences. Il y a des bonnes idées à prendre et puis il y a des bonnes discussions à avoir avec des confrères ou des partenaires. Avoir conscience, même si on est seul, que nous sommes des entreprises et qu'une entreprise, Yann Gilbert nous l'a rappelé, doit assurer sa rentabilité. Il faut pour ça pouvoir prendre du recul. Il faut voir réellement ce qui marche ou pas dans notre façon de faire, dans nos clients. C'est des constats peut-être parfois douloureux, mais qu'il faut faire. Changer de stratégie ou mettre en place une stratégie si on naviguait un peu au fil de l'eau. Quelle est cette stratégie? Définir son ou ses créneaux.
sans doute se diversifier, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. La métaphore est courante, mais elle fonctionne. Être expert sur un domaine précis de façon à se mettre en avant, mais avoir plusieurs domaines d'activité si certains ralentissent de façon momentanée ou plus longue. Ne pas hésiter à aller voir des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Présenter son book, ne pas simplement attendre d'être appelé ou de devoir publier des appels d'offres, ne pas hésiter à prendre les devants. On va beaucoup faire l'éloge des experts comptables ce soir, mais ce n'est pas pour rien qu'on a mis Yann Gilbert en premier dans ce tour de table. C'est notre premier interlocuteur avec lequel discuter de l'activité de l'agence et de se dire qu'il n'est pas seulement là pour discuter une fois par an du bilan, à l'occasion d'une heure, de dire bon, le bilan est comme ci, comme ça, mais qu'il faut que ça devienne un interlocuteur régulier, qu'on ait ou pas des problèmes, s'assurer que tout va bien. Ou si on sent qu'il y a des choses qui commencent à coincer, en parler avec lui, établir le coût horaire de l'agence, on l'a indiqué, voir, comprendre son activité à travers des chiffres. C'est la première façon de se rendre compte de ce qui se passe et puis de corriger le tir si nécessaire. Là aussi, une de nos consoeurs me rappelait, et elle a tout à fait raison, ça a été dit aussi, ne pas être tout le temps en avance de trésorerie, ne pas financer nos clients, ne pas hésiter à facturer à temps, et pour ça il faut bien sûr avoir eu un contrat au préalable, et puis demander des acomptes. On peut aussi dire que demander un acompte, si on ne demande pas, on ne l'aura pas. Si on demande un acompte, on a une chance de l'obtenir, on a même les chances sur certains marchés, peut-être avec des clients privés, des petites structures, de demander à être payé intégralement avant de démarrer une mission, et ça peut fonctionner. L'exemple qu'on me donnait, c'était de dire demander un acompte de 30% en début de phase de projet, et puis à mi-phase de projet, à mi-APS, à mi-APD, arriver à 50% de facturation, avoir 80% de facturation à la remise du dossier, et puis d'avoir le solde de la phase après validation. Mais ça a été dit tout à l'heure, ne pas accepter qu'un client nous paye l'intégralité d'un dossier, notamment d'un permis de construire, uniquement à validation, voire à purge du recours des tiers. Ce n'est pas supportable au sens propre. Parmi les idées, s'associer avec des confrères sur des marchés plus importants ou sur des marchés différents des nôtres. Avoir des collaborations sur des demandes inhabituelles. Et puis, également, c'est un conseil qu'on peut fournir avec des services que l'Ordre propose, s'appuyer sur les contrats types de l'Ordre qui ont évolué, qui répondent à de nombreux cas de figure. Parmi ces contrats types, notamment pour ceux qui travaillent avec des particuliers, proposer non pas un contrat complet de mission qui peut faire peur au client qui ne signera rien, mais commencer en douceur en proposant un contrat de visite conseil. Un client veut savoir ce qu'il fera de son bien, une visite conseil d'architecte, on vient sur place, on regarde, on discute, on fait un rapport et on envoie une facture qui peut être payée dans la foulée. Pour terminer, se former, gagner en expérience, gagner en expertise, respecter ses obligations. Et puis, pour terminer, avant de venir aux questions, on m'a aussi évoqué, parmi les élus, des associations. Alors, c'est quelques exemples, il doit en exister beaucoup d'autres. Celles-ci sont notamment en Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense qu'elles agissent aussi ailleurs. Des associations qui s'appellent Casque Bleu, qui s'appellent Second Souffle, qui s'appellent 60 000 rebonds, qui peuvent aider les entrepreneurs au moment de créer ou de développer une entreprise, au moment où on sent que ça vacille, voire même, c'est le cas de 60 000 rebonds, après un crash, de dire vous avez eu une cessation d'activité, un dépôt de bilan, c'est pas dramatique, on peut s'en remettre et rebondir. Eh bien, merci Olivier. Tu me donnes l'impression d'avoir beaucoup de sagesse. Alors soit tu as bien travaillé, ou alors tu as tout vécu. Mais en tout cas, devant cette abondance d'informations, on se rend compte d'une chose, c'est que tout est déjà arrivé et tout est déjà arrivé à quelqu'un. En fait, les réponses, elles existent. Lorsqu'on est face à un problème, l'idée de dire que l'on n'est pas seul, c'est aussi de savoir que d'autres personnes ont déjà rencontré ces difficultés et il faut aller à la rencontre des solutions. Et bien sûr, ne pas perdre le cap, savoir piloter. Et là, je reviens, avant d'entamer les questions, une question pour Yann. Pour Yann Gilbert, qui a ses 10 trucs et astuces. Tiens. Ouais, merci. Ouais, j'avais préparé quelque chose pour vous ce soir. La première chose pour moi, c'est de facturer tous les mois, parce que vos charges sont mensuelles. Les salaires sont mensuels, et c'est très important de facturer pour pouvoir encaisser. Donc tous les mois. C'est hyper important. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on attend, ça a été redit par Olivier.
J'ai un autre sujet aussi que j'évoque en HMO, un petit truc, tout petit. C'est en fait d'ouvrir 2 comptes bancaires. Quand vous collectez en fait la TVA, eh ben, vous la mettez en fait sur un compte bancaire à part. Et le hors taxe, vous le mettez sur l'autre compte. Parce que le montant TTC va faire que ben, c'est un montant global et c'est un peu, entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, une fausse trésorerie. Donc, le compte où il y a la TVA collectée, vous la reversez automatiquement et du coup, vous n'avez pas de problème à gérer la TVA, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes avec l'administration fiscale. Souscrire, en fait, avec un abonnement, un épargne automatique. Et du coup, en fait, vous mettez 100, 200, 300 euros, 400 euros tous les mois. Et pas grand-chose, et vous l'oubliez. Et en fait, petit à petit, en fait, vous allez faire de l'argent et un trésor de guerre qui vous permettra, quand il y a un problème, de pouvoir en fait faire face. Et puis le banquier aime bien, parce que ça permet de voir en fait votre capacité de gestion. On a parlé du taux horaire. Alors le taux horaire, effectivement, est très important parce que c'est un indicateur qui permet de voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on facture correctement et quel est mon coût? Et du coup, de voir s'il faut que je revoie en fait mes honoraires à la hausse. C'est en fait un appui qui se base sur les charges de l'agence et qui est économique. Veillez à payer vos fournisseurs dans les délais. C'est très important parce que c'est eux qui participent avec vous et qui est le moteur de l'agence, comme les salariés. Les sous-traitances, ça fait aussi partie, c'est le moteur de l'agence. Olivier en a parlé, les charges salariales, il faut les payer en premier si vous avez des problèmes de trésorerie parce que ça appartient aux salariés et si vous ne les versez pas, c'est du pénal. Dernier point, ou avant-dernier point, c'est en fait, on a parlé de problèmes de commission. Et en fait, il y a la commission des chefs des services financiers. Alors moi, je l'appelle la CODECHEF, mais c'est aussi la CODEFI. Et quand vous avez des problèmes pour payer vos charges salariales, tout ce qui est social, et les charges liées à l'administration fiscale, et du coup, cette commission-là est là pour revoir en fait les choses et étaler. Et du coup, le dernier point, il ne faut pas rester seul. Mais ça, vous l'avez dit et redit. Donc, voilà, merci. On va passer aux questions. Je les vois défiler depuis tout à l'heure. Et en fait, les questions reviennent toujours, tournent pour l'instant autour de la jauge économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on se vend assez bien? Est-ce qu'on est assez valorisé? Est-ce qu'on a assez d'essence? Quelle est la juste proportion de fonctionnement de nos agences? Et on ressent à travers ces questions une certaine frustration. Alors, je vais dire celle qui est à l'écran. Comment refuser les clauses d'un contrat établi par un maître d'ouvrage? Cela m'est arrivé il y a longtemps et cela m'a été opposé par la suite. C'est pas un cadeau. Bon, changez les questions. Tu t'y colles? Je veux bien la prendre, celle-là. Alors, on va partir du principe que c'est un contrat établi avec un maître d'ouvrage privé. Et à ce moment-là, le contrat, tout se négocie. Je veux dire, on est dans le pur contractuel. Alors, le sujet, c'est qu'il ne faut pas signer des clauses qui ne nous conviennent pas pour ensuite ne pas les respecter. Là effectivement, il y a un sujet. Mais après, c'est de la négo et on peut mettre ce qu'on veut dans le contrat. Et donc, voilà. Je sais bien que c'est compliqué. Parfois, on a besoin de signer un contrat, on a besoin de travailler, mais il ne faut pas lâcher parce que, par contre, une fois que c'est signé, eh bien, les clauses du contrat s'imposent à ceux qui l'ont signé. C'est aussi dangereux de travailler sans contrat qu'avec un contrat qui contient des clauses qu'on espérait négocier, mais non, une fois que c'est signé, ça nous engage. Voilà. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de bien connaître nos besoins de fonds de roulement, bien connaître son pilotage avant de choisir ou pas ce que l'on va accepter. Et bien sûr, faire un maximum pour bien négocier. Alors, pourriez-vous nous préciser où il est possible de trouver des données concernant la situation des architectes en France afin de pouvoir se comparer? Je la prends celle-là. Ah, je crois, ouais. C'est vrai que si vous regardez sur Google, vous ne trouverez pas grand-chose. Nous, on compare beaucoup sur le site de la Banque de France, le site internet, qui fait un travail incroyable sur tous les secteurs d'activité en France notamment.
sur votre code NAF, le code de votre profession, je crois qu'il commence par un 71. Donc vous regardez les fiches sectorielles, vous mettez fiches sectorielles Banque de France, vous allez dans la liste à partir du numéro 71 et vous trouverez celui destiné aux architectes. Donc forcément, il ne va pas prendre tous les cabinets, il y a un minimum, et je crois qu'il y en a à peu près 7 ou 8 000 euros. La grande force de ça, c'est que c'est par année. Là, vous avez l'année 2023 qui est la plus fraîche parce qu'on n'a pas encore tous les bilans 2024. Vous allez avoir plusieurs typologies et vous aurez plein d'infos. Ceci dit, c'est du brut, c'est vraiment du financier. Sincèrement, plutôt à regarder à votre expert comptable ou quelqu'un qui a une bonne formation financière. Mais de là, vous allez pouvoir tirer des indicateurs, notamment de croissance. Est-ce que sur ma typologie je suis un cabinet moyen, est-ce que je devais faire peut-être plus 2% ou moins 2% de croissance? Est-ce que je surperforme la profession ou pas? Et comme ça, vous avez tout, notamment les charges importantes, tout ce qui est charges de salarial et tout ça, vous avez plein d'indicateurs incroyables. Et de là, vous pourrez tirer peut-être le sujet de votre cabinet du moment. Je vais prendre peut-être la deuxième question. Ouais. Oui, parce que là, il y a des personnes qui n'ont pas l'air de te croire. Hein. Il va falloir argumenter. Ouais. D'autre part, concernant la proposition de la BPI pour la formation accélérateur petite entreprise, je viens de voir sur le site qu'il n'y avait pas de formation pour les TPE avec un CA bien inférieur à 2 millions d'euros. Bon, déjà, la personne est sur le bon site. Qu'elle y reste, il y a beaucoup de choses. C'est l'accélérateur architecte du futur. Donc, je parlais tout à l'heure sur la slide, qui se tient en fin d'année. Pour entrer, c'est à partir de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de maximum en montant, mais bon, de toute façon, il n'y aura pas non plus des montants énormes. Donc, le ticket d'entrée, c'est à partir de 200 000 euros. Là, je parle bien d'un accélérateur qui est une formation sur 18 mois, en gros, une journée par mois. Si je peux vous conseiller, c'est plutôt ces programmes qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce qu'une mission de conseil en soi, c'est bien, mais vous avez une profession souvent un peu isolée. Hein. Ce n'est pas forcément méchant ce que je vous dis, mais il faut que vous mélangez vos problématiques avec d'autres cabinets de plusieurs tailles, plusieurs typologies de clientèle. Et ces accélérateurs, c'est des missions de conseil qui sont personnalisées sur le sujet de votre cabinet, mais aussi collectives avec toute une mise en relation. On a d'autres accélérateurs qui sont sur d'autres thématiques qui sont partout en France. Hein, ce n'est même pas un sujet de territoire. En revanche, si vous faites des missions très ponctuelles de conseil, effectivement, on commence à partir de 1 million de chiffre d'affaires. Mais on n'est pas du tout fermé parce que si vous faites 500 000, mais que demain, vous prévoyez faire 3 millions, bien sûr qu'on ne va pas fermer la porte. Le plus simple, c'est de contacter BPI France sur le site et vous aurez toute la liste des missions de conseil. Je termine juste là-dessus, mais quand je parle de missions de conseil, c'est incroyable. Nous, on est parti du postulat que les chefs d'entreprise ne se formaient pas en France. Mais oui, pas que les architectes, tous les chefs d'entreprise ne se forment pas. Vous êtes une grande entreprise, vous vous formez, vous prenez un cabinet de conseil. Petit, non, vous ne le faites pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on fait toute une gamme. Donc, vous avez tout ce qui est la formation stratégie, la formation financière, la formation RH, identité de ma marque, des choses très ponctuelles, mais vraiment des missions de conseil où on va subventionner quelqu'un avec un tarif qu'on a déjà négocié pour vous, qui est spécialiste dans le domaine et qui va intervenir. Alors, ça peut être un jour à une semaine chez vous. Et donc, même si vous êtes sous les seuils, je conseille à la personne, c'est de quand même contacter BPI France dans la région où elle est pour qu'elle passe un coup de téléphone et qu'elle explique sa situation. Et par rapport à son chiffre d'affaires, on ne sera pas du tout fermé. Et oui. Merci beaucoup, Victor. Je crois que ton 06 va beaucoup sonner suite au webinaire. Il est sur le... Voilà, n'hésitez pas à appeler Victor. Et c'est intéressant parce que tu nous lances sur la formation. Les architectes sont habitués à la formation initiale, la formation continue, mais on a tendance à penser que parce qu'on connaît son métier d'architecte, on n'a pas besoin de connaître le métier de gestionnaire d'entreprise, qui est encore un autre métier dans nos métiers. Donc effectivement, Olivier, tu peux nous dire quelque chose sur la formation là-dessus ? Oui, il y a différentes formations qui existent. Alors, tu rebondis peut-être aussi sur cette... C'est comme ça que je comptais le faire. Il y avait une question. Avant de penser à demander des acomptes, ne faut-il pas négocier nos honoraires afin qu'ils rémunèrent notre travail de façon équitable et juste? C'est la formation, entre autres, qui permet d'apporter des réponses. Yann évoquait, je le fais aussi régulièrement, la formation HOME-NP qui existe depuis quasiment 20 ans maintenant, qui fait que les jeunes générations sont au moins sensibilisées sur ces différents sujets, savent un certain nombre de choses, notamment les postures à adopter en tant que gérant d'entreprise. Et puis sinon, c'est les formations continues qui sont dispensées par de nombreux organismes.
ou ces matinales d'information, acculturation, sont autant d'occasions de prendre conscience d'un certain nombre de mécanismes et puis de vrais savoir-faire sur ces sujets. Négocier les honoraires, établir les contrats, diversifier ses activités. La formation, c'est bien sûr un des moyens de se ressourcer en permanence. Et c'est pas quand on est dans le sable qu'on se dit j'ai pas le temps et pas l'envie de me former. C'est peut-être au contraire à ces moments-là qu'il faut trouver la force d'aller se former et de trouver les moyens de rebondir. Merci. On sait souvent, parce que dans la formation initiale, on apprend à défendre un projet, on apprend à croire en ses convictions, en toutes les belles valeurs du cadre bâti. Mais parler d'argent, parler d'économie, on ne l'apprend pas forcément. Or, le travail a une valeur, il faut savoir le protéger, le mettre en avant, et ce n'est pas toujours évident. Parce que comme on est dans un métier où il y a des images, c'est un petit peu comme si on détenait l'axe de la roue. Tant qu'on ne l'a pas donné au client, il vaut une fortune, mais une fois qu'on l'a donné, il peut ne plus valoir grand-chose ou faire un évitement de la part du client pour plus avoir à payer. Donc, il faut aussi savoir garder les informations. Il faut aussi savoir donner les informations au bon moment et pas tout dévoiler tout de suite. Pensez aux préliminaires. Voilà. On a encore une question. Merci de l'avoir écrit en plus gros. Quand on se lance, le risque d'embaucher des collaborateurs est risqué. C'est le principe du risque. Dans les ENSA, on nous incite souvent à racheter les fonds de commerce des agences. Comment le financer à un taux réduit ? Est-ce qu'il y a des outils pour ça ? Victor. Bon, allez. Alors, si je comprends la question, en fait, racheter le fonds de commerce, l'idée, c'est que vous ne rachetez pas les parts d'une entreprise. Donc, vous ne rachetez que ce qu'on appelle le fonds de commerce, c'est-à-dire les salariés qui sont avec et les clients. L'idée, c'est d'avoir moins de risques. Donc, l'idée est très bien et très louable. Surtout que vous allez avoir un effet de transmission aujourd'hui. On ne se rend pas compte qu'il y a une génération de chefs d'entreprise qui va bientôt atteindre la retraite. Il y a des milliers d'entreprises en France, il y a des milliers de cabinets, parce que vous avez aussi une profession qui vieillit à racheter dans les prochaines années. Donc, il y a un sujet de transmission qui est fondamental et peut-être même ce sera le sujet d'un prochain webinaire. Arrête de spoiler. Bref, donc le sujet de transmission, il est géré par toutes les banques. Taux réduit, ce serait réduire le risque déjà. Donc c'est quelque chose de racheter quelque chose qui est déjà viable. Après, il y a beaucoup d'autres solutions. C'est notamment, de toute façon, les taux bancaires ne sont pas non plus très élevés en ce moment. Enfin, vous avez tous ces sujets de banque. On a pas mal de solutions, notamment chez BPI France, pour notamment étaler le crédit, ou en tout cas sur les premières années, ne pas vous faire payer tout de suite la grosse partie. Mais si le projet est risqué, vous aurez quand même un taux assez élevé. Donc, j'ai pas de solution miracle, faut pas croire. Il y a beaucoup de concurrence entre les banques, donc allez challenger toutes les banques et toutes ont des taux différents. Peut-être même le meilleur banquier, c'est celui de la structure actuelle que vous allez, enfin celui en tout cas que vous visez, qui ne connaîtra mieux, donc il y aura moins de risques et qui aura peut-être un meilleur taux. Mais il n'y a pas de solution miracle. Un taux vraiment réduit, ça n'existe pas. Ce qu'on fait chez BPI France, c'est qu'on garantit, nous les banques, pour qu'elles vous octroient plus, mais ça ne va pas forcément avoir un impact sur le taux. Au contraire, vous allez peut-être même payer un surcoût. Donc malheureusement, je n'ai pas la solution miracle à cette question. La seule chose que je peux vous proposer, c'est d'aller challenger toutes les banques du Laplace qui seront et les faire concurrence entre elles. Je te remercie. De toute façon, tu as un petit peu spoilé, puisque le prochain webinaire qui aura lieu en septembre nous parle de la transmission d'agence, de la sortie du guide des transmissions d'agence. Et nous aurons toute une génération de boomers ravis et radieux de enfin décrocher, et toute une génération de jeunes architectes très fiers de reprendre les références et voilà, de continuer l'aventure. Donc là, on va bientôt finir, mais avant de finir, vous allez chacun en une phrase spontanément me dire ce que vous pensez qu'il faut que l'on retienne de ce webinaire. Yann. Oui, alors pour moi, il faut anticiper et communiquer avec son banquier, avec son assureur et son expert comptable. Victor. Sécuriser votre trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Première chose à faire, sécuriser les délais de règlement de vos clients. C'est le premier point où il faut agir.
Hippolyte? Ne pas se mettre la tête dans le sable et appeler son assureur. Olivier? Oui, avoir un tableau de bord et le regarder lucidement et en tirer les conclusions qui s'imposent, notamment en prenant contact avec ses partenaires habituels qui nous aident à regarder un peu de côté et à prendre des décisions parfois difficiles. Merci. Comme sur un chantier, on travaille avec une multitude de personnes. Le pilotage de son entreprise, c'est pareil, c'est une affaire d'équipe. Il ne faut pas rester seul, nous ne sommes pas seuls. Et j'espère que nous avons pu ce soir répondre à un maximum de questions. Merci à tous.